Un olivier parmi les eucalyptus. Le peuple palestinien. Histoire de Palestine, partie 4. Et maintenant, une solution? Toute personne sensée et toute personne normale ne peut que souhaiter que ça arrête. C'est pas le sujet, Dominique Jamais. Ça fait plusieurs fois que vous intervenez. Ce n'est pas le sujet. Non, s'il vous plaît, non. Oui, je suis pour le cessez-le-feu à Gaza. Oui, je suis pour deux États et rien ne nous fera taire. Mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Je m'inscris dans un idéal, des projections pour la population palestinienne dans laquelle je m'inscris et la population israélienne qui est celle d'un État binational. Et c'est ce que je leur souhaite du fond de mon cœur. Donc j'ai une question. Si vous permettez de poser une question. Non, je termine juste, vous compreniez le lien. Maintenant, là je suis engagée politiquement. La parole politique doit s'inscrire dans un cadre qui est celui du droit international. Sur le plan diplomatique et politique, tous les efforts qui ont été faits au sein de l'Union européenne portent sur la question des deux États, c'est-à-dire un État palestinien à côté d'un État israélien. Donc si vous voulez, les deux États, c'est une étape en termes d'égalité de droits, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les Palestiniens aient les mêmes droits que les Israéliens, mais Quand vous défendez l'État binational laïque, quand vous défendez l'État binational laïque comme idéal, où est l'État juif? We do not mean that Israel has the right to retain the territories they conquered from the Arab world, like the Gaza Strip, the Golan Heights, and the West Bank. We don't agree with that. Those territories should be returned to the Arab people. Comme d'origine, nous mesurons désormais très exactement la pertinence et l'importance d'une cause au degré de répression qu'elle reçoit. Être réprimé par un pouvoir général, politique et médiatique, aussi acharné dans le faux, est l'indication presque infaillible qu'on est dans le vrai. Et à cet égard, d'ailleurs, je le dis en passant, les soulèvements de la terre et Free Palestine, même combat. Pour cet entretien, nous recevons Joseph Daher. Il enseigne à l'université de Lausanne et à l'Institut universitaire de Florence. Il a écrit Le Hezbollah, un fondamentalisme religieux, ainsi que Syrie, le maintien d'une révolution aux éditions Sileps. En janvier 2024 est sorti son dernier livre, La question palestinienne et le marxisme, aux éditions La Brèche. Depuis la réponse israélienne, auparavant qui pouvait ressembler à une énième oppression contre la population palestinienne, devient ouvertement un génocide. À Gaza, les bombes continuent de tomber. Récemment, Rafah a vu les bulldozers arriver, détruisant quartier après quartier. Le Hamas accepte le cessez-le-feu pendant qu'Israël l'ignore. Les classes dirigeantes occidentales ne remettent à peine ou pas du tout en question leur soutien à l'État d'Israël. Est-ce que depuis la sortie de votre livre, cette continuation du conflit vous étonne? D'abord, merci pour l'invitation. La continuation de la guerre génocidaire, comme vous l'avez mentionné, qui est un terme utilisé par des experts des Nations Unies et la Cour internationale de justice, se poursuit malheureusement dans une forme de continuation de la Nakba de 1948, c'est-à-dire la catastrophe. Et c'est lié également à la nature de l'État d'Israël comme un État de colonie de peuplement dans une volonté d'éliminer la population indigène, qui est un processus qui ne s'est jamais arrêté depuis 1948, mais qui prend aujourd'hui une ampleur sans précédent, on peut le dire, et d'où le terme, encore une fois, de guerre génocidaire qui se poursuit. Les menaces actuelles sur la ville de Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens et Palestiniennes se sont réfugiés, notamment venant d'autres régions de plus au nord de la bande de Gaza, qui est à moitié détruite. Pour rappel, on a dépassé les 35 000 morts. Plus de moitié d'entre eux et elles sont des femmes et des enfants. Plus de la moitié de Gaza, en termes d'infrastructure, est complètement détruite. Il y a encore un point d'interrogation
sur quel va être le sort de Rafah. Il y a on va dire, des divergences tactiques, politiques entre l'État d'Israël et son principal sponsor politique, les États-Unis, les États-Unis ont une volonté de ne pas complètement mettre à mal aussi ses alliés régionaux, l'Égypte, la Jordanie et d'autres États arabes, qu'une offensive, encore une fois, meurtrière, génocidaire sur Rafah pourrait causer. Et donc, c'est aussi, et c'est pas dans une perspective de respect des droits humains ou des Palestiniens et Palestiniennes, non, c'est vraiment dans une perspective des intérêts politiques et géopolitiques des États-Unis, aussi dans la perspective de la volonté de Biden d'être réélu lors des prochaines élections présidentielles, donc donner quelques larmes de crocodile par rapport aux Palestiniens et Palestiniennes. Donc, je l'espère qu'il n'y aura pas cette offensive. Et bien sûr qu'il faut demander actuellement l'arrêt de la guerre génocidaire, demander un cessez-le-feu permanent, mais plus largement le retrait des forces d'occupation israéliennes de Gaza, permettre une reconstruction sur le court terme. Et après avoir, sur un moyen long terme, c'est revenir à des demandes plus générales sur les droits humains palestiniens, comme la fin de l'occupation, de la colonisation, du système d'apartheid, etc., le démantèlement de ce système actuel qu'on connaît de l'État d'Israël. Vous l'avez dit, nous sommes contre un État d'apartheid, contre la colonisation, contre le génocide dont nous sommes contemporains. Nous allons donc essayer de dégager pourquoi nous sommes pour quelle solution en Palestine. Pour cela, il faut déjà expliquer les forces en présence. Logiquement, Israël. C'est un État qui se radicalise, sa population aussi. On dit que 79% des citoyens sont pour un traitement préférentiel des Juifs. 50% de la population des citoyens israéliens seraient pour l'expulsion des populations arabes. Le suprémacisme juif a pris le pouvoir, on peut dire. Comment imaginer cet État entrer dans un processus de paix? Malheureusement, encore une fois, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans la première question. Il faut comprendre l'État d'Israël par sa nature de colonie de peuplement. Et la comparaison, très souvent, est portée avec l'Afrique du Sud ou l'Algérie. Malheureusement, j'ai envie de dire l'exemple est bien pire. C'est plutôt l'exemple des États d'Amérique du Nord, une colonisée de peuplement qui a mené à la quasi-disparition, un génocide des populations indigènes, et celles qui restent sont dans des sortes de campements indigènes, etc., ou l'Australie. Et dans ce cadre-là, bien sûr que c'est le gouvernement israélien le plus à droite de son histoire, et à chaque élection, on nous annonce la même chose, c'est le gouvernement le plus à droite, etc. Mais au-delà de la critique qu'on peut avoir, qui est tout à fait justifiée et légitime de ce gouvernement le plus à droite, le suprémacisme intégriste, et encore une fois, ce qui est bien important de préciser quand je dis ça, c'est que nous sommes contre toute forme de suprémacisme, qu'il soit blanc, ou toute forme d'intégrisme religieux, qu'il soit juif, chrétien, bouddhiste ou musulman, et qu'il ne se réduit pas à une seule religion. Mais au-delà de la couleur de ce gouvernement, disons, il faut se rappeler que quand même l'État d'Israël était fondé de manière dominante par ce qui va constituer le Parti travailliste. Le mouvement sioniste, à ses origines, se couvre d'une couleur de soi-disant de gauche, et c'est eux qui ont mené à la Nakba, c'est eux qui ont posé les structures d'apartheid, etc. Donc le problème n'est pas simplement avec ce gouvernement, mais avec l'État et la domination sur la scène politique de partis politiques allant d'une partie de la dite gauche jusqu'à l'extrême droite, de la volonté d'élimination des Palestiniens et Palestiniennes ou de maintenir une structure d'apartheid. D'ailleurs, quand il y a eu les mouvements de protestation contre le gouvernement Netanyahou, le seul drapeau qui avait pignon sur rue, c'est le drapeau israélien. Et toute critique de l'occupation, de la colonisation, était interdite, où des députés palestiniens de 48, c'est-à-dire citoyens d'Israël, n'ont pas été, ce n'était pas possible pour eux d'exprimer un discours critique sur les structures institutionnelles de l'apartheid, de la colonisation, de l'occupation. Donc ça, c'est important, je pense, de remettre en contexte, et pour pas simplement se concentrer, comme c'est un peu le discours dominant, je dirais, en Europe et aux États-Unis, se concentrer sur une critique simplement du gouvernement israélien dirigé par Netanyahou, et qu'une alternative gouvernementale serait forcément
bien pour les Palestiniens et Palestiniennes. Non, ce n'est pas ça le cas du tout. Et concernant un processus de paix, aujourd'hui, on remet au goût du jour, de manière propagandiste, un peu la solution à deux États. Mais dans la réalité, est-ce que cette solution est possible? Juste donner un exemple. Déjà, il n'y a aucune volonté israélienne d'aller dans ce sens. Et d'ailleurs, pour rappel, dans les accords de déclaration de principe, les accords d'Oslo, à aucun moment, les dirigeants israéliens promettent papier, c'est des promesses qui sont sur l'avenir, ou c'est des dossiers qui seront discutés par la suite, mais la création d'un État palestinien. Euh, la seule chose qu'ils reconnaissent dans les déclarations de principe des accords d'Oslo, c'est la reconnaissance de l'Organisation de libération de la Palestine comme représentant légitime des Palestiniens et Palestiniennes, et la création d'un État palestinien, le droit au retour, le statut de Jérusalem, des colonies, seront discutés plus tard. Et il faut savoir qu'après la conclusion des accords d'Oslo, il y a une augmentation de la construction de colonies. Aujourd'hui, on est à 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, plus de 700 000 colons. Juste pour donner un exemple concret, si on parle de deux États, lorsque le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, retire les colonies de Gaza, il y a 8 000 colons. Pour chaque colon, il y avait un ratio de 3 policiers au service de sécurité pour un colon. Donc 8 000 colons, il y avait à peu près 24 000 membres de service de sécurité, police, etc. C'est simplement impossible d'imaginer que plus de 2 millions de personnes vont être mobilisées pour déplacer les colons de territoires occupés. C'est sans oublier que depuis le 7 octobre, bien sûr qu'il y a un focus, une concentration qui est faite sur la guerre génocidaire à Gaza, mais les attaques des colons appuyés par l'armée d'occupation israélienne ou les attaques de l'armée d'occupation israélienne contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée ont explosé. Il y a plus de 500 victimes palestiniennes, sans parler que aussi tout ce qui est l'accumulation par dépossession de terres, de décisions des autorités d'occupation israélienne ont explosé depuis 7 octobre pour avoir des équivalences en termes absolus similaires sur les 20 dernières années. Donc il n'y a aucune volonté, d'ailleurs le Premier ministre Netanyahou le dit, etc. Et plus généralement, quand on regarde quelques années en arrière, le but, un des objectifs de la normalisation entre l'État d'Israël et les régimes arabes, particulièrement les monarchies du Golfe, c'était de faire oublier la question palestinienne, justement. Et cela n'a pas réussi. Elle reste populaire, etc. Mais aujourd'hui, oui. Et de la même manière que si on revient historiquement sur les accords d'Oslo, c'est un peu similaire au plan du général Allon après 67. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'autorité qui gérera l'occupation. Ce qu'on a aujourd'hui l'autorité palestinienne, qui n'est pas du tout dans une démarche de libération, mais de gestion un peu et de collaboration de l'occupation. Donc dans ce cadre-là, que ce soit les gouvernements occidentaux qui sont, et peut-être on en reviendra par la suite, qui sont complicites dans la guerre génocidaire actuelle, parce qu'Israël n'aurait pas pu poursuivre militairement son combat jusqu'à aujourd'hui sans le soutien économique, politique et militaire des États occidentaux et en particulier des États-Unis. Lorsqu'il parle de deux États, c'est un slogan vide actuellement et qui n'a aucune réalité sur le terrain et aucune volonté politique de la grande majorité des dirigeants israéliens actuels. Donc, ce qui rend cette solution complètement inaudible aujourd'hui, malheureusement, à bien des égards, même comme chose minimum que je dis. Personnellement, je ne suis pas forcément en faveur de la solution à deux États. Mais voilà, on peut revenir là-dessus plus tard. Vous avez déjà parlé des États-Unis. Juste pour expliquer leur rôle plus clairement, dès 86, Joe Biden, sénateur, expliquait que c'était le meilleur investissement pour les États-Unis dans la région. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec l'Irak, qui était une guerre pour le pétrole? Est-ce que Israël est une source de production capitaliste pour les États-Unis? Non, alors je pense qu'il faut comprendre le rôle, et c'est lié aussi à l'histoire du mouvement sioniste et ensuite l'État d'Israël, de la volonté de réaliser sa colonie de peuplement dans la Palestine historique.
Et si vous regardez à travers l'histoire, toute colonie de peuplement avait besoin d'une métropole coloniale. Donc en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, pardon, ou en Australie, vous aviez la métropole coloniale qui aidait à réaliser cet objectif. Le mouvement sioniste n'avait pas d'État en soi pour l'aider. Donc il a été, entre guillemets, se vendre pour un impérialisme occidental pour lui dire on réalisera, on sera l'avant-garde de, comme le disait même le fondateur du mouvement sioniste politiquement, Herzl, nous serons l'avant-garde de l'Occident face à la barbarie, entre guillemets, arabe slash musulmane, etc. Et la Palestine était géostratégiquement très bien placée au Moyen-Orient, à l'entrée du canal de Suez, à l'entrée du Moyen-Orient pour les routes commerciales. Et c'est tout d'abord la Grande-Bretagne qui va soutenir le mouvement sioniste. Et d'ailleurs, ils avaient dans leur perspective, ils parlaient d'ailleurs, on va faire un petit Ulster. Donc on voit la dynamique coloniale par rapport à l'Irlande, et c'était le but de soutenir le mouvement sioniste. Après 67, le principal sponsor de l'État d'Israël va devenir les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a montré en partie sa valeur de remettre en cause tout acteur politique qui viendrait à remettre en cause l'hégémonie américaine dans la région. Et à ce moment-là, en 67, il attaque les deux États qui sont, entre guillemets, à la tête de la remise en cause ou défier l'hégémonie américaine dans la région, soutenue en partie par l'Union soviétique. C'est l'Égypte de Nasser et le Baas radicalisé de Salah Jdid. Alors, sans que il faut romantiser ces régimes, il y avait un certain nombre de limites, notamment leur manque de démocratie au niveau des mouvements ouvriers et d'autres problèmes. Ils avaient en partie permis une certaine forme de redistribution des richesses, remise en cause une certaine forme d'hégémonie américaine dans la région, etc. Et défier aussi l'État d'Israël en aidant la question palestinienne à l'époque. Et à partir de là, de 67, l'État d'Israël va devenir le premier réceptacle bénéficiaire de l'aide américaine dans le monde, avec une moyenne de 4 milliards de dollars par année depuis. Okay, mais c'est aussi dans une perspective de la politique américaine que, après, et c'était aussi une réflexion qui avait lieu à la fin des années 60, 70, la défaite au Vietnam, les États-Unis ne peuvent pas intervenir partout dans le monde. Donc il faut s'appuyer, entre guillemets, sur des gendarmes dans des régions particulières. Et Israël va servir ce rôle. Comme un journaliste Haaretz disait dans les années 50, ce sera le chien de garde de l'impérialisme occidental. D'abord pour la Grande-Bretagne et ensuite pour les États-Unis. Face à tout acteur qui défierait, entre guillemets, l'hégémonie occidentale. Et ils ne s'appuyaient pas simplement sur Israël, les États-Unis. Ils sont appuyés sur l'Iran, du Shah, jusqu'en 79, en 79. Et en partie sur certaines monarchies du Golfe. Mais Israël est le plus, entre guillemets, effectif ou efficace dans la défense de la consolidation de l'hégémonie américaine. Et c'était aussi pour cette raison qu'il poussait pour la normalisation avec les régimes arabes, pour consolider l'hégémonie américaine, notamment face à la rivalité chinoise. Donc il faut voir, et contrairement à certaines, j'ai envie de dire, théories conspirationnistes qui en plus peuvent tomber dans des formes d'antisémitisme, ce n'est pas le lobby sioniste qui contrôle la politique étrangère américaine. Non, d'ailleurs, le lobby sioniste est devenu important aux États-Unis par l'importance d'Israël dans la politique étrangère américaine pour consolider l'influence américaine. Et ça, je pense que c'est important de le dire, de comprendre ces dynamiques politiques. Comme quoi, Israël, jusqu'à aujourd'hui, sert l'hégémonie américaine dans la région et a consolidé cette hégémonie et ses intérêts. De même, on a pu voir, et ça c'est aussi en partie et ça s'est consolidé par la droitisation des sociétés européennes, beaucoup d'élites européennes voient en allié concret l'État d'Israël et qu'il met en place des politiques qui pourraient être aussi utilisées chez eux, en termes de sécurité, etc., d'intelligence artificielle, ou comment c'est utilisé pour contrôler les populations, etc., etc. Donc comprendre cette dynamique dans ce sens. Et d'ailleurs, Netanyahou reprend, ou plein de dirigeants israéliens reprennent un peu le discours de Herzl au début. Nous sommes à l'avant-garde de la lutte contre le soi-disant terrorisme djihadiste, etc., l'avant-garde occidentale. Et ce discours se maintient dans une typique forme, entre guillemets, orientaliste, raciste, etc. Et ça aussi, on voit entre guillemets, les collaborations, comment l'offensive médiatique aussi utilise la question de l'islamophobie pour essayer de décrédibiliser, que ce soit bien sûr les Palestiniens et Palestiniennes, en les traitant toutes d'antisémites, etc., ou même dans les mouvements de solidarité de la Palestine en Europe, ou aux États-Unis aussi, voilà, très souvent décriés ou décrédibilisés en les accusant, en faisant l'amalgame entre critique de l'État d'Israël et antisémitisme, un amalgame qu'il faut totalement, bien sûr, refuser.
un amalgame qui est présent aussi dans la présentation du Hamas. Euh, une force qui nous est présentée comme, notamment en France, comme complètement terroriste, antisémite, avec parfois même des parallèles nazis, avec le parti nazi. Comment, comment le présenter, ce parti du Hamas vous le nuancez dans votre livre. Comment le mettre en rapport avec l'État d'Israël Alors, je pense que c'est une question très intéressante et il y a plusieurs questions déjà il y a plusieurs dynamiques entre guillemets dans votre question. Tout d'abord, pour préciser, c'est peut-être la réponse la plus courte sur la question de notion de terrorisme. La notion de terrorisme, il n'y a pas de définition au niveau du droit international, etc. Mais c'est une dénomination qui est utilisée de manière politique. Par exemple, African National Congress de Mandela était considéré comme terroriste jusqu'à la fin de l'apartheid. L'OLP était considéré terroriste par la majorité des pays occidentaux, Israël, jusqu'aux accords d'Oslo, euh, etc. Donc, c'est une dénomination politique, de même que le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, est considéré comme une organisation terroriste. Donc, c'est une dénomination politique qui n'a aucun fondement, entre guillemets, de droit international, etc. Donc, de nouveau, on peut être en désaccord, et je suis en désaccord, et vous avez cité le livre, j'ai un chapitre là-dessus, sur quoi est-il le nom Hamas. Moi, je suis opposé politiquement à Hamas, mais je ne vais pas catégoriser cette organisation de terroristes, etc., dans une perspective de servir les intérêts, entre guillemets, d'États occidentaux, etc., qui, en l'occurrence, tout parti politique qui ne rentre pas euh, dans leur perspective politique est caractérisé très souvent de terroristes. Et un deuxième amalgame qui est fait aussi dans cette perspective, c'est de faire une égalité, entre guillemets, et ce qui a été le même discours après le 11 septembre 2001, Hamas et plus généralement les Palestiniens étaient égaux à Al-Qaïda. Aujourd'hui, Hamas est égal à Daesh, ou le soi-disant État islamique. C'est deux partis complètement différents. Hamas s'inscrit dans une histoire palestinienne, alors que Daesh s'inscrit dans l'occupation de l'Irak, dans les mouvements djihadistes, en une perspective beaucoup plus, entre guillemets, internationale dans leur lutte, sans les frontières, etc. Donc ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie de la question, est-ce que le Hamas est antisémite? Encore une fois, moi, je suis opposé politiquement au Hamas pour tout un certain nombre de critiques. Et la première charte du Hamas en 88 avait des déclarations antisémites très claires avec des références au protocole de Sage de Sion, etc. Dans la deuxième charte de 2017, tout ce discours a disparu et est remplacé par un discours antisioniste. Mais est-ce que ça veut dire que des dirigeants n'auraient pas des références ou des discours parfois qui pourraient être, euh, disons, considérés comme antisémites? Certainement. Mais la question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce qui produit un discours qui pourrait être considéré comme anti-juif, pardon, chez Hamas, mais c'est aussi une partie des Palestiniens. Et là, c'est le problème, la réponse qui est donnée très souvent en Europe. L'antisémitisme d'extrême droite ou qui a été produit en Europe est absolument similaire aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Non, les Palestiniens et Palestiniennes et Hamas, c'est très souvent une réaction, et je parlerai plutôt des Palestiniens et Palestiniennes, une réaction par rapport à un État qui se revendique comme représentant des Juifs dans le monde, qui ne cesse de dire qu'il représente tous les Juifs dans le monde, et c'est aussi eux qui renforcent ce type d'amalgame dès lors. Euh, et donc, c'est une réaction face à l'occupant. Si l'occupant, c'est ce que je dis comme exemple, se revendiquait bouddhiste et bouddhiste de tous les mondes, il serait anti-bouddhiste. Donc, c'est ça la différence de ce discours qui peut être, et ça ne veut pas dire on le justifie ou on ne le combat pas. Mais par contre, pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, il faut comprendre ses sources. Et ça n'a absolument rien à voir par rapport à la production de l'antisémitisme en Europe, qui est née dans une période du 19e siècle de création d'États-nations exclusifs, un antisémitisme grandissant, l'affaire Dreyfus, mais également les pogroms en Europe de l'Est, etc., de volonté d'exclusion dans cette perspective. Et c'est pour ça que je ne dirais pas, comme d'ailleurs d'autres mouvements qui peuvent aussi se revendiquer d'une forme de décolonialisme juif ou d'autres, comme le mouvement Tzedek, etc., que les actes du Hamas du 7 octobre sont antisémites. Oui, c'est des actes qui ont tué des civils, et pour moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ce méthode d'action. Ce n'est pas mes méthodes d'action, et je ne vais pas encourager ce genre de truc. Après,
ce genre de crimes contre des civils, etc. Après, je ne les condamne pas politiquement parce que c'est pour moi la responsabilité politique d'Israël qu'on est venu au 7 octobre. Donc, c'est une nuance. Mais c'est pour ça aussi, voilà, c'est une réaction face à un occupant se revendiquant constamment de représenter tous les juifs dans le monde. Et donc, si on veut lutter contre cette forme d'antisémitisme, le meilleur moyen, c'est de mettre fin à l'occupation, la colonisation, au système d'apartheid. Mais encore une fois, il faut lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, mais ne pas dire que c'est similaire, parce que comment il est produit en Europe et au Moyen-Orient, et particulièrement en Palestine. Donc, voilà comment je répondrais à cette question. Ce n'est pas pour exonérer le Hamas, qui peut avoir également des discours confessionnels qu'il avait, moins maintenant, mais par exemple, un de ses fondateurs, le Cheikh Yassine, dans la fin des années 80, disait les chiites ne sont pas des musulmans. Aujourd'hui, ça a changé parce que il y a des dynamiques politiques différentes. Mais au-delà, moi, j'ai une critique du Hamas par rapport à ses politiques plus généralement, son alliance avec des régimes politiques problématiques, ou d'avoir soutenu, par exemple, son ancien dirigeant, Khaled Meshaal, du bureau politique, avait soutenu l'occupation d'Afrin, donc c'est une région du nord euh, ouest de la Syrie, majorité kurde, occupée par la Turquie, aidée par des proxys syriens, qui ont fait un nettoyage ethnique et des changements démographiques, en disant que c'était un pas en avant pour la Oumma islamique. Je pense ça, c'est des choses à dénoncer par rapport à ces politiques contre les femmes, politique qui va plus vers des politiques, en l'occurrence économiques non néolibérales, euh, des formes de répression également contre différents militants dans la bande de Gaza et autre part, etc., etc., et des méthodes voilà, d'action. Donc, être clair dans mon discours, parce que c'est une question qui est très instrumentalisée en Europe, donc il faut faire très attention. Opposer politiquement Hamas, non, je ne dirais pas, je serais opposé qu'il soit caractérisé au niveau légal comme organisation terroriste pour toutes les raisons qu'on a dites. Et sur la question, on lutte contre toutes les formes d'antisémitisme, mais comprendre comment sa production, et comprendre que je ne pense pas de dire que des discours anti-juifs portés par peut-être des Palestiniens peut être mis sur un même plan que l'extrême droite ou en Europe. Voilà, pour lutter contre cela, c'est différent. Et encore une fois, c'est pas exonérer, c'est de comprendre pour mieux lutter. C'est ce que disait Mandela en attribuant la violence euh, à l'oppresseur plutôt qu'à l'oppressé. Euh, Vous avez rappelé la politique néolibérale du Hamas. Comment expliquer l'invisibilisation de la classe ouvrière palestinienne? Alors là, il y a plusieurs questions qui sont entremêlées. Tout d'abord, il faut rappeler que le Hamas qui a essayé quand il a été élu politiquement, il a été élu de manière démocratique, pour rappel, en 2006. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça justifie le fait qu'il reste au pouvoir à Gaza. A été voilà, isolé politiquement, très fortement. Et plus généralement, il est très difficile de développer une politique économique dans les territoires occupés palestiniens à cause de l'occupation, mais aussi la politique de dédéveloppement qui a eu lieu depuis les années 60, hein, d'empêcher le développement d'une économie productive, notamment tout ce qui est industrie manufacturière, agriculture, etc. Mais aussi, il y a un choix des dirigeants palestiniens, particulièrement l'autorité palestinienne, et de la classe bourgeoise palestinienne qui a surtout accumulé des capitaux dans les monarchies du Golfe, d'investir, comme dans d'autres pays du Moyen-Orient aussi, une économie politique qui se concentre sur, on va dire, l'immobilier de luxe, la finance, le tourisme, mais pas dans l'économie productive. Mais encore une fois, ça c'est très limité à cause de l'occupation. Dans le cadre du Hamas qui a dirigé, disons, tout seul Gaza depuis 2007, depuis la division palestinienne, il faut tout d'abord rappeler qu'il subit un siège meurtrier. Il est très dur de développer économiquement dès lors dans ce petit territoire une économie. Mais au-delà de toutes ces difficultés qu'il faut prendre en considération, le Hamas s'inscrit un peu généralement au niveau économique, pardre aussi le cadre de background social de la majorité de ses dirigeants, dans une perspective un peu traditionnelle, j'ai envie de dire, du mouvement des frères musulmans. Ce qui est à l'origine du Hamas, c'est une forme de libéralisme économique et qu'il n'y a pas véritablement d'alternative. Dans un interview que j'avais pu faire avec un dirigeant du Hamas au Liban, il disait non, le socialisme s'oppose à la propriété privée et dès lors, c'est contre nos principes religieux. Et il n'a pas essayé de remettre cela en cause, disons, entre guillemets. Et quand il y avait le business des tunnels, il misait surtout sur
voilà, construction de gros malls, le commerce, et pas, voilà, d'essayer de faire une alternative dans ce sens-là. Maintenant, pour la classe ouvrière palestinienne, mais ça, c'est pas propre au Hamas de ne pas miser sur elle. La majorité des partis politiques palestiniens, Fatah aussi, et s'inscrire plutôt dans une résistance armée, donc qui reste quand même une stratégie que, bien sûr, ils ont le droit d'employer. C'est le droit fondamental de tout peuple occupé, le droit de principe de la résistance armée. Mais faire que ça, je pense, est problématique. Et si on regarde, je veux dire, comme stratégie principale, il n'y a aucun parti politique palestinien actuellement qui, je pense, a une perspective de mobilisation large, comme on a pu voir lors de la première intifada dans les années 80, qui était le résultat, pardon, de mobilisation par en bas de différents mouvements de gauche, Parti communiste palestinien, FPLP, et d'autres qui ont construit les bases pour la première intifada dans laquelle vous aviez une mobilisation populaire large par en bas, qui ne s'est pas répétée. Bien sûr, le contexte, encore une fois, il faut le répéter, l'occupation, la division, les Palestiniens et Palestiniennes qui ne peuvent pas aller de Cisjordanie à Gaza, ou bien même dans la Cisjordanie ensemble, vous ne pouvez pas aller d'un visage à l'autre facilement, etc. Mais la classe ouvrière palestinienne, donc voilà, on a une politique de développement d'un côté. Et de l'autre sens, l'économie israélienne n'est pas dépendante de la classe ouvrière palestinienne. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et c'est pour ça que je disais, il ne faut pas faire une comparaison avec l'Afrique du Sud, où la classe ouvrière sud-africaine noire pouvait utiliser son arme de la grève pour faire mal au système d'apartheid. Aujourd'hui, des territoires occupés palestiniens, il y a 100 à 120 000 travailleurs palestiniens qui vont travailler dans ce qu'on appelle Israël actuellement, la Palestine historique de 48, mais ils vont majoritairement dans la construction et l'agriculture. Mais aujourd'hui, voilà, ça ne va pas mettre en grève toute l'économie israélienne, et de même que les Palestiniens de 48 sont généralement fortement discriminés et n'ont pas accès à tous les postes les plus importants de l'économie israélienne. Ce qui fait, encore une fois, qui rend très difficile un rôle central au sein de l'économie israélienne, la classe ouvrière palestinienne, parce qu'ils ont une volonté d'éliminer les indigènes ou de pas qui jouent un rôle central dans l'économie israélienne. D'ailleurs, c'était le slogan historique du syndicat israélien Israout quand ils ont construit les bases du futur État israélien à partir des années 20. Le slogan, c'était terre juive, produits juifs, travail juif. Et c'était d'éliminer les Palestiniens et Palestiniennes de l'économie, entre guillemets, qui se construisait pour le futur État d'Israël et à l'époque, l'économie, entre guillemets, juive. Donc, ce qui fait que la classe ouvrière palestinienne a un rôle difficile à jouer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un rôle à jouer. Et c'est là où la question, ce que j'explique dans le livre, la solution régionale doit être pensée. Parce que les Palestiniens et Palestiniennes n'ont jamais simplement lutté contre Israël. Ils ont aussi lutté contre l'impérialisme occidental. Et dès lors, les régimes arabes ont aussi été toujours des ennemis, très souvent, de la libération et l'émancipation des Palestiniens. Ça remonte à Septembre Noir, la répression tout azimut de monarchie hachémite contre les Palestiniens, mais également au Liban, etc. On voit le rôle de l'Égypte qui a participé au blocus. Et chaque fois que la question palestinienne revient en devant, les régimes arabes ont peur parce qu'ils savent que ça ne va pas être simplement la solidarité avec la Palestine qui va être dite, mais la complicité des régimes arabes de manière directe ou indirecte avec l'État d'Israël ou d'empêcher la libération des Palestiniens et Palestiniennes. Et donc là, on voit qu'il y a un intérêt commun entre classe ouvrière palestinienne et régionale pour une perspective d'émancipation et de libération. Donc là, c'est important, je pense, de voir la vision régionale. Pas dire que la classe ouvrière palestinienne n'a pas de rôle, mais qu'elle doit envisager ce rôle dans une perspective, je pense, régionale. Israël fait même appel à des travailleurs étrangers pour se passer de la main-d'œuvre palestinienne. Donc on va revenir sur la stratégie révolutionnaire régionale. Je vous cite dans le livre, vous dites « Israël est contraint, car non viable économiquement, de s'appuyer sur l'impérialisme et de s'en faire un instrument contre la révolution régionale. » Cette stratégie révolution régionale, c'est une sorte de panarabisme. Comment vous définirez un nouveau printemps arabe, peut-être? Alors, ce n'est pas une forme de panarabisme dans le sens où on voudrait des nouvelles formes de parti base, de Nasser, etc. Parce que, comme je l'ai dit, je suis critique aussi de ce mouvement qui, déjà, historiquement, s'oppose à la lutte des classes. Vous voyez des discours du Baas ou de Nasser qui s'opposent à la lutte des classes. C'est plutôt une
une collaboration de classe, même avec une forme, et ça revient encore aujourd'hui dans certains discours, collaboration avec la bourgeoisie nationale face à une bourgeoisie plutôt, comme aurait dit le feu Samir Amin, auteur marxiste, la bourgeoisie compradore, une bourgeoisie liée aux intérêts étrangers. Bon, déjà, c'était problématique comme terme, je pense, à l'époque, mais n'a plus de réalité aujourd'hui. Avec la mondialisation avancée, l'intégration des élites régionales dans le marché international, du système financier international, ou bien par rapport à différentes formes d'impérialisme autres qu'américains, par exemple russe ou chinois, etc. Euh, donc non, c'est pas, malgré qu'encore une fois, il y a eu peut-être des réalisations faites en termes de redistribution des richesses, affirmer une souveraineté nationale. Non, je ne serais pas pour un nouveau mouvement panarabiste. D'ailleurs, pour moi, il est problématique dans son traitement, notamment des minorités nationales, comme on peut voir la question kurde, où il y a eu des formes de colonisation, d'oppression des populations kurdes, allant même à des massacres à l'arme chimique en Irak, par exemple. Et on peut voir qu'aujourd'hui, aussi en Turquie, des formes de discrimination intenses, d'ailleurs, et continue. Il y a aussi le terme de politique de dédéveloppement qui a été utilisé pour le sud-est de la Turquie, à majorité kurde. Et dernièrement, on a pu voir la condamnation à plusieurs dizaines d'années, je crois plus de 40 ans, de l'ancien dirigeant du HDP, Semih Demirtas. Donc, alors ça, c'est pas du panarabisme, mais c'est la discrimination basée sur des formes de nationalisme exclusif. Donc non, pas une nouvelle forme de panarabisme, mais en espérant des nouveaux soulèvements populaires qui s'inscrivent dans les processus révolutionnaires de 2011, oui, qui ont remis au devant de la scène aussi la question palestinienne. Et d'ailleurs, un ministre israélien de l'époque, dont le nom m'échappe, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait dit une démocratie en Égypte et plus généralement de la région est une plus grande menace pour nous que la République islamique d'Iran. Et il avait compris que plus on va accroître les droits démocratiques des populations régionales, la question palestinienne redeviendrait au devant parce qu'elle est très populaire et parce qu'ils voient qu'ils ont des intérêts en commun. D'ailleurs, une des premières manifestations contre l'ambassade israélienne depuis des décennies avait lieu en Égypte quelques semaines, quelques mois après la chute de Moubarak devant l'ambassade israélienne. De même, il y avait eu des marches, on avait appelé les marches du retour, je crois que c'était en mai, en mai 2011, de différents pays à la suite des processus révolutionnaires vers la Palestine occupée. De même, encore une fois, chaque fois qu'il y a la question palestinienne qui redevient en devant, les gens dénoncent la complicité de leurs dirigeants et sont souvent réprimés, comme on peut le voir actuellement dans différents pays arabes quand ils veulent se manifester pour la Palestine. Donc ce serait un nouveau soulèvement populaire par en bas, mais aussi faire les liens, entre guillemets, avec notamment le mouvement national kurde, où les expériences qui ont pu avoir lieu, sans aussi romantiser ces histoires dans le nord-est de la Syrie et dans d'autres régions, euh, un, une alliance, entre guillemets, des classes populaires régionales pour renverser des régimes autoritaires et capitalistes dans leur globalité, et y compris des régimes qui se revendiquent ou qui, dans leur propagande de soutien à la question palestinienne, comme par exemple la République islamique d'Iran, qui au contraire n'a pas pour intérêt de libérer les Palestiniens et Palestiniens, mais protéger ses intérêts géopolitiques. D'ailleurs, pour donner un exemple concret, c'est à la suite du soulèvement populaire en Syrie. Le Hamas, qui en avait fait une de ses bases centrales, ses principaux dirigeants étaient là-bas depuis une décennie, ils n'avaient pas voulu exprimer leur soutien officiel à la répression du régime syrien contre sa population, avait vu son financement de l'Iran, qui était allié avec le régime syrien, diminuer de moitié. Et c'était une manière de parti par rapport à son positionnement. Donc, et ni même la Turquie aussi, qui, on a pu le voir, a collaboré avec Israël pour aider l'Azerbaïdjan pour mener une forme de génocide au Haut-Karabakh. Il faut savoir que sur les 120 000 Arméniens et Arméniens qu'il y avait dans le Karabakh, 100 000 ont été déplacés de force, etc. De même que sous le régime d'Erdogan, il y a une croissance des échanges commerciaux entre l'État d'Israël et la Turquie. Donc ça montre qu'il y a un intérêt pour les classes populaires, mais il faut avoir encore une fois cette perspective régionale de libération pour aider les Palestiniens et Palestiniens, pour créer un changement des équipes des forces, pour pousser l'État d'Israël et la population israélienne dans sa grande majorité qui soutient cet État d'apartheid parce qu'ils ont un bénéfice matériel à la continuation de cet État, de changer de position. Ça sera simplement par un changement des rapports de force. Ça doit être clair dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça que
voilà, on parle plutôt une volonté de nouveau soulèvement populaire dans ce qui a pu se passer. On est dans un processus de révolution à long terme et on a pu malheureusement plutôt voir des défaites jusqu'à aujourd'hui, des défaites, des répressions massives dans le sang sanguinaire et il y a tout à reconstruire. Les motifs d'espoir sont surtout aujourd'hui dans les mobilisations qu'on peut voir en faveur de la Palestine dans les États occidentaux, européens et États-Unis, qui dénoncent la collaboration de leurs États, de leurs élites dirigeantes, avec un État d'apartheid colonial et raciste qui commet un génocide contre les Palestiniens. Hmm. Cette stratégie révolutionnaire régionale, elle semble, selon vous, j'ai l'impression, la seule stratégie réaliste de libération de la Palestine. On y semble, ça semble éloigné actuellement. Oh non, je suis totalement d'accord, mais oui, oui, c'est un horizon politique. Il s'agira de reconstruire des formes de résistance. Mais vous savez, des résistances populaires par en bas, des organisations par en bas, et c'est très dur à envisager actuellement, particulièrement dans la catastrophe actuelle, particulièrement en Palestine. On voit ce génocide, mais plus généralement, quand on voit la situation au Liban, en Syrie, en Irak, des sociétés déstructurées, des taux de pauvreté extrêmement importants, des taux de migration très importants. On voit les échecs des mouvements révolutionnaires depuis 2011. C'est très clair que ça paraît très, très, très loin de reconstruire les bases. Mais avant 2011 aussi, qui aurait pu croire que Moubarak, qui était depuis 30 ans à la tête de l'Égypte, serait poussé dehors par l'armée, qui voulait sauver son propre régime, mais par des mobilisations populaires par en bas extrêmement massives, de même que la Tunisie. Ces soulèvements populaires, personne n'aurait pu n'envisager cela dans une grande majorité, on va dire. Donc, ce sera de reconstruire par en bas, mais de même qu'espérer, entre guillemets, un honnête broker des États-Unis pour aller vers un deux États, c'est semble complètement hors de propos et pas réaliste, surtout si on regarde l'histoire depuis 93 et l'attitude de la politique américaine envers l'État d'Israël. D'ailleurs, regardez les déclarations récentes de Biden, Blinken aux affaires étrangères, qui trouvent de honte les décisions de la Cour internationale de justice de vouloir de juger Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens. Donc une défense totale. Donc les soi-disant appels pour un réalisme autour de deux États sont irréalistes dans la situation actuelle et dans un court terme. Donc, encore une fois, c'est compliqué à envisager, mais selon moi, cette perspective de solidarité à travers les frontières régionales mais internationales est un des seuls aspects pour permettre, oui, une amélioration des conditions de vie d'une grande majorité. Et en même temps, j'ai envie de faire des comparaisons avec d'autres causes qui peuvent paraître très souvent éloignées ou difficiles à tout ce qui est question de la justice climatique, changement des modes de production, aussi paraît très loin, mais il faut mener ces luttes. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, en fait, que la destruction, que des guerres meurtrières, génocidaires, etc. Récemment aussi, il y a eu les soulèvements en Nouvelle-Calédonie, avec une réponse très autoritaire française. Est-ce que ça rentre dans une décomposition de la politique coloniale? Alors, tout le soutien, tout d'abord, au mouvement kanaki d'indépendance et soutien à l'autodétermination du peuple kanaki et de tous les peuples, en fait, soumis à des occupations. Hein. On pourrait parler aussi du Sahara occidental, on pourrait parler des Kurdes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit et la répression se fait par des gouvernements qui se réclament d'une forme de libéralisme, néolibéralisme à la Macron, mais qui en fait pavent la voie à l'extrême droite fascisante, etc. On voit aussi aux États-Unis la répression terrible subie par les étudiants et étudiantes. On a pu voir Black Lives Matter a été menée par des gouvernements dits voilà du Parti démocrate, mais ça devient très difficile à voir la différence de plus en plus en fait entre aux États-Unis le Parti démocrate et le Parti républicain et la possible réélection de Trump, donc un danger fascisant. Et de même qu'en France, avec Macron et l'extrême droite de Marine Le Pen, ils peuvent l'avoir. Le macro-le Euh, pénis? voilà. Ils peuvent l'avoir par leurs mesures autoritaires, par leur répression, par leur racisme, par leur politique. On a pu voir
par rapport à la situation des migrants, des réfugiés, les politiques néolibérales. Oui, ils construisent les bases pour dire, mais quelle est la différence fondamentalement? Il y a une petite différence, certes, ça sera pire, etc., mais c'est eux qui peuvent la voir. Et c'est pour ça que je pense aussi ce qui est intéressant dans le mouvement pro-palestinien, pourquoi il fait si peur aux élites dirigeantes? Parce qu'il rassemble très largement des populations qui refusent, entre guillemets, les deux alternatives dominantes actuellement, malheureusement, le néolibéralisme autoritaire et un programme fascisant ou fasciste actuel, en rassemblant des gens, voilà, de populations non blanches, contre le racisme, pour une écologie radicale, de la gauche radicale, etc. Et c'est pour ça aussi que la répression est si sévère, et si dure, et si violente, et l'offensive médiatique. D'ailleurs, si vous regardez comment ont été attaqués, que ce soit le Labour Party de Corbyn en Angleterre, c'est sur la question palestinienne et soi-disant d'antisémitisme, alors que c'est un programme plutôt réformiste qu'avait le Labour. De même, depuis le 7 octobre, il y a une augmentation des attaques sur la France insoumise, Mélenchon, etc., sur cette base également. Et alors que, bon, sur la question palestinienne, il n'y a pas forcément les positions les plus radicales. Mais même dire ça vous montre le monde dans lequel on vit, nos sociétés, et la droitisation extrême du discours politique, de la pratique politique, et qui montre tous les dangers. Donc, et la réponse également française à ce qui se passe par rapport à l'Ankanaki est aussi un reflet de tout cela, je Mm. pense. Vous avez parlé de Mélenchon qui milite pour une solution à deux États, par exemple, en Palestine, qui n'est pas la solution la plus radicale. Vous, dans votre livre, vous défendez un État socialiste, laïque et démocratique, c'est ça? Oui, pour aller vers un État binational, il faut se rappeler déjà que, bon, tout d'abord, pour être très clair, hein, ma position, c'est de dire on soutient l'autodétermination du peuple palestinien. Et eux et elles décideront de leur avenir. Je pense que c'est aussi c'est la position, en fait, prise par le BDS pour pas rentrer actuellement dans le débat un État, deux États, plusieurs. C'est la réalisation des droits des Palestiniens. Fin de l'occupation, de la colonisation, l'égalité, la fin du système d'apartheid, etc. Après, moi, oui, je soutiens la mise en place d'un État démocratique, laïque, espérons-le socialiste, et ensuite la mise en place d'un État binational, mais aussi dans une perspective de fédération d'États socialistes dans la région du Moyen-Orient, vraiment dans une perspective internationaliste. Et surtout le démantèlement des structures d'apartheid de l'État d'Israël qui n'a amené que la misère et la souffrance aux Palestiniens et Palestiniennes par les tueries, par l'élimination, par l'accumulation par dépossession des terres, etc. Mais aussi, dans sa propre mensongère, n'a jamais amené quelconque sécurité pour les populations juives. Au contraire. Et je pense que c'est ce démantèlement de ces structures d'apartheid, etc., coloniales, pour aller vers un État, ce qui était le programme de l'OLP à la fin des années 60. Hein. Il parlait d'un État démocratique, sans mentionner le terme laïcité, mais d'égalité entre citoyennes. Mais aussi, ce qu'il faut parler, c'est que cela nécessitera aussi une forme de redistribution des richesses sous une forme de récupération, pardon, de réparation de termes. Et là, on peut s'inspirer aussi des écrits de militants noirs, de gauche, marxisants aux États-Unis. Il ne s'agit pas simplement d'une réparation morale, mais également matérielle, pour permettre une redistribution des richesses, parce qu'il y a eu accumulation par dépossession, il y a eu tuerie, etc. Donc aussi, pour ne pas se retrouver dans une situation de, si vous voulez, post-apartheid d'Afrique du Sud, où les inégalités sociales sont restées extrêmement importantes euh, entre populations blanches et noires ou non blanches, disons. Donc voilà, c'est envisager cela. C'est aussi parce que rappeler que si on maintient les structures de l'État telles qu'elles existent Israël, c'est aussi pas simplement une menace pour les Palestiniens, mais pour la région. On peut voir les menaces constantes sur le Liban, les bombardements en Syrie, même s'ils s'inscrivent dans d'autres dynamiques, mais au Liban, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, vous avez plus de 100 000 Libanais et Libanaises déplacés. Vous avez une politique de terre brûlée au sud Liban, qui a mené à la destruction de terrains agricoles, d'infrastructures civiles, etc. Donc, ce n'est pas simplement une menace pour les Palestiniens, même si principalement, mais aussi pour la région, et voilà, et pas encourager ces systèmes aussi de collaboration, d'alliance avec les États régionaux autoritaires. Donc, espérer
voilà, une forme d'égalité, une forme de redistribution des richesses qui doit s'inspirer ou s'inscrire dans un cadre plus régional de changement Mmh. radical. Dans le livre Israël-Palestine, la solution en État chez la Fabrique de Garda Carmi, ça rappelle très bien aussi cette histoire des solutions, 2 États, 1 État, de différentes organisations au fil du temps. Même dès 47, il y a des réflexions là-dessus. Bon, pour conclure, peut-être, est-ce qu'il existe un précédent historique de, de, de libération d'un peuple comme celui-ci et de réparation aussi importante? Vous avez parlé d'Afrique du Sud, avec toujours un état d'apartheid, même après qu'une solution soit trouvée, on va dire. Euh, Est-ce que il y a un précédent dans l'histoire? Alors, je dirais pas qu'il y a un apartheid je vais Oui, parler social hum, en Afrique du Sud, mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique du Sud, on a un sentiment de inabouti oui, par rapport au programme initial de redistribution des richesses, des inégalités par rapport aux populations non blanches, etc. Et que finalement, il y a eu la construction d'une bourgeoisie noire qui collabore avec la bourgeoisie blanche dans la volonté d'exploiter les populations locales. Et d'ailleurs, les anciens voilà, de mouvements de l'ANC ont été des ministres qui ont réprimé massivement, par exemple, des grèves de miniers, etc., de travailleurs, dans ces perspectives. Honnêtement, il faudrait que je creuse un peu pour voir des exemples de réussite de libération. Si on prend des, modèles de colonies de peuplement, parce que je pense une des erreurs, c'est de faire la comparaison, par exemple, avec l'Algérie, ou l'Afrique du Sud. Certes, il y a eu des colons qui se sont installés, même un certain nombre, mais qui ne sont pas devenus à un moment donné, voilà, une majorité démographique sur un territoire particulier, même si toute la Palestine actuelle 48, il y aurait un peu une égalité, mais voilà, il faut, en termes de nombre, c'est sans compter le droit au retour, parce que ça aussi c'est très important. L'idée d'un seul État, comme on mentionnait aussi, c'est permettre le droit au retour des Palestiniens, parce que c'est un droit fondamental des Palestiniens et Palestiniennes, et qui est aussi mis en exergue dans la campagne du boycott des investissements en sanctions. Il faudrait que, c'est une très bonne question, il faudrait que j'aille faire un peu d'études, mais si on regarde le cas des États-Unis et du Canada ou de l'Australie, c'est des cas qui font peur. Ou bien, et on espère, et ça c'est aussi en partie lié à la résistance palestinienne, qu'elle soit populaire dans son sens large, pacifique, armée, etc., d'avoir pour l'instant empêché cela. Euh, mais encore une fois, on doit prendre en considération ces menaces qui sont continuelles, et d'ailleurs la guerre génocidaire à Gaza le montre, mais on pourra refaire peut-être un interview, mais c'est quelque chose que je dois voir de cas, s'il y a de cas de réussite. Bien sûr, il y a des cas comme l'Algérie qui a été une réussite, mais encore une fois, la comparaison pour moi n'est pas forcément juste dans le cas de la Palestine ou de l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça envisager, je pense, une solution régionale à cela est absolument nécessaire, même si elle est très difficile à envisager, particulièrement aujourd'hui. Mais merci, ça me permet de réfléchir collectivement et c'est bien parce que c'est un des buts, je pense, de ce genre de discussion, de pousser toujours à la réflexion pour permettre d'apprendre des luttes passées pour essayer de construire les buts futurs. La question palestinienne et le marxisme de Joseph Daher aux éditions Labrèche. Histoire de Palestine, partie 4. Et maintenant, une solution?